French Boss en vidéo, c'est encore très nouveau sur French Morning et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous rendre de l'autre côté complètement par rapport à la France, de l'autre côté des États-Unis, sur l'océan Pacifique, qui retrouvait une jeune femme qui s'appelle de Mathilde Pignol et qu'on va retrouver donc à San Francisco. Bonjour Mathilde, je ne sais jamais si on doit dire bonjour, bonsoir, les décalages en tout cas. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. C'est le matin. Alors Mathilde, le principe de cette émission, il est assez simple. J'ai derrière moi une photo que je vous ai demandé de m'envoyer. Cette photo, c'est la ville de San Francisco. On va commencer cette demi-heure d'interview avec cette question. En quoi cette ville de San Francisco a-t-elle compté, a-t-elle pesé sur la carrière de Mathilde Pignol? Écoutez, San Francisco, ça a vraiment été la plupart de ma carrière parce que c'est en étant à San Francisco et plus précisément dans la Silicon Valley que j'ai réussi à lever des fonds pour ma première boîte, ma première start-up, ainsi que pour la deuxième. Et puis, c'est là où j'ai atterri après mes études. Et parce que c'est un centre de technologie, donc c'était là qu'il fallait venir, quoi. Donc voilà. Alors, vous venez de le dire déjà, Mathilde, vous avez déjà monté, vous êtes une double entrepreneuse, si je puis dire, dans la mesure où vous avez déjà monté 2 entreprises, toutes les 2 aux États-Unis. Donc, vous êtes vraiment pile poil dans la cible de ce qu'on recherche à French Boss, vraiment entrepreneuse en l'occurrence française à l'étranger. J'aimerais que vous me fassiez un historique rapide de votre carrière et de la création de vos 2 sociétés, Mathilde. Oui, bien sûr. Donc, après mon master's en Human Computer Interaction, qui serait maintenant plutôt User Experience Design, je suis allée travailler chez eBay, donc la société de vente aux enchères sur Internet. Et j'y suis pas restée très longtemps parce que je trouvais que c'était une très grosse boîte déjà à l'époque et que j'avais pas assez d'influence en fait sur le produit et je voulais être plus hands-on. Donc après ça, je suis allée travailler pour une boîte de consulting de design qui s'appelle Frog Design, qui a été créée à l'époque par un Allemand. Et donc, à Frog Design, j'ai travaillé sur beaucoup de produits différents et je faisais l'interface ou la recherche utilisateur pour ces produits. Donc, j'ai travaillé sur des télévisions, des imprimantes, un système de sécurité et même des moniteurs de glucose, de taux de glucose dans le sang, enfin plein de choses différentes. C'était très intéressant. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, ça aurait été d'avoir des clients dans le monde du jeu vidéo. Parce que j'ai toujours adoré les jeux vidéo et donc je demandais à Frog bon, est-ce que vous pouvez aller par exemple parler à Ubisoft, là ils sont juste au coin de la rue, est-ce qu'on pourrait pas avoir des clients dans les jeux vidéo, ça serait plus intéressant que les systèmes de sécurité quand même. Et mais bon, à l'époque, dans les jeux vidéo, le design utilisateur, UX, c'était pas vraiment connu. Maintenant, c'est très connu, mais pas à l'époque. Donc du coup, au même moment, mon mari, lui, avec mon mari, on s'était dit bon, on fera une boîte de jeux vidéo, mais pas ensemble en fait. On fera chacun sa boîte. Pendant que l'autre personne continue à travailler dans un job bien stable pour apporter de l'argent au ménage, n'est-ce pas? Et donc lui, il avait commencé à faire du brainstorming sur des idées de start-up avec un de ses amis, un de ses anciens collègues de robotique. Et donc, il a eu une idée pour ce qui est devenu notre premier produit, Playcrafter, qui était un site web où n'importe qui pouvait créer leur propre jeu vidéo. Et donc, le problème, c'est que son ami, ça l'intéressait pas, cette idée.
Voilà. Alors que moi, bon, au début, j'étais pas convaincue. Et puis après, en avoir discuté un week-end, je dis, bah, quand même, ça serait pas mal parce que c'est un problème de design bien difficile. Tu vas avoir besoin d'un expert ou d'une experte, n'est-ce pas? Et mon mari, lui, est plutôt axé technologie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. En très peu de temps, on a décidé tous les deux de quitter nos boulots et de se lancer là-dedans. Et grâce au soutien de notre famille et de nos amis, donc on a levé les fonds nécessaires vraiment petit montant au début, et on a commencé la première boîte et on travaillait de notre maison, et on a embauché assez rapidement 4 employés qui venaient aussi travailler chez nous dans notre maison à Burlingame à l'époque. Donc voilà, donc ça c'était le début de la première boîte. Alors Mathilde, je vais revenir un petit peu sur quelque chose dont vous me parliez là il y a quelques secondes. Vous me disiez que quand vous aviez choisi de lancer votre entreprise, l'un des deux gardait, votre mari et vous, l'un des deux gardait un boulot de salarié pour assurer le quotidien financier et l'autre assumait le risque. On sait que la notion de risque, elle fait partie de l'adrénaline de l'entrepreneur, mais finalement, vous avez réussi à l'éviter. Ma question, c'est est-ce que seul vous auriez monté votre entreprise comme vous l'avez fait avec votre mari, avec cette sécurité en plus d'avoir un poste de salarié? Je pense que je l'aurais fait parce que même quand j'étais au lycée, j'avais déjà à l'idée de démarrer une boîte et c'était au tout début de l'internet et des sites web, et avec 2 autres camarades de lycée, on s'était dit ça serait bien de designer des sites web pour les gens qui savent pas faire. Personne ne savait vraiment faire à l'époque, mais voilà, bon, ça c'est jamais allé bien loin, mais on avait déjà cette idée-là. Donc je pense que oui, je l'aurais fait. Mais ça aurait peut-être pris un peu plus longtemps. J'aurais fait probablement ça plus tard dans ma carrière que juste 3 ans après avoir fini mes études. Mais oui, mais dans une start-up aussi, c'est difficile de faire ça tout seul. C'est bien d'avoir un cofondateur parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas, et c'est des montagnes russes. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un à qui en parler. Dans tous les détails, et quand une personne est en haut façon émotionnelle, l'autre personne peut être en bas, et ça fait un peu oscillation comme ça, donc ça peut aider. Mathilde, vous avez aujourd'hui 40 ans, vous avez créé, donc vous nous l'avez dit, 2 startups. Est-ce que la création de la première startup a servi de base à la seconde, à mesure où vous avez commis des erreurs lors de la première création que justement vous n'avez pas répétées, ou du moins je vous le souhaite, lors de la seconde? Est-ce que ça vous a servi, l'expérience? Absolument, absolument. Et pas seulement ce qu'on a appris avec la première startup, mais aussi le capital. Donc pour notre première startup, le capital initial est venu de nos familles, principalement quelques amis. Pour la deuxième startup, le capital est venu entièrement de la vente de la première startup, donc on a pu la fonder nous-mêmes, enfin la financer nous-mêmes. Donc ça c'est très important. Mais aussi, bien sûr, quand on a démarré notre première startup qui s'appelait Zigzagplay en 2007. Et il y avait très peu d'informations sur comment est-ce qu'on démarre une compagnie, quelles sont les formes de financement, etc. C'était au tout début de cette information. Et maintenant, il y a plein de choses sur Internet. Il y a plein de podcasts, émissions, enfin, vraiment beaucoup d'informations. Donc, c'est plus facile d'éviter les erreurs de base, disons-nous. Par rapport à l'idée que vous faisiez de la création d'une société, qu'est-ce qui vous a, lors de la première création que vous avez faite, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a conforté dans l'idée que vous aviez? Ce qui nous a surpris le plus, c'était, en fait, on avait des bonnes bases et des bonnes connaissances au niveau business, niveau technique et design, mais au niveau business, on n'était pas trop sûr. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre premier produit qu'on a lancé, on a travaillé dessus 2 ans et demi.
Et on l'a lancé, on a eu des utilisateurs, on a eu plus de 100 000 jeux qui ont été créés avec la plateforme. Mais on n'a jamais réussi à faire beaucoup d'argent, en fait, parce qu'on n'avait pas vraiment de business model, on n'avait pas vraiment d'idées. Enfin, on avait des idées de comment faire, mais il y avait vraiment trop d'écart entre le montant d'argent qu'on a réussi à gagner avec le produit et le montant d'argent dont on aurait eu besoin pour que la boîte soit rentable. Donc, on a pivoté, n'est-ce pas? Et on a changé de direction et on a commencé à faire des jeux sur Facebook à l'époque. C'est ça qui a le mieux marché. Après, notre 4e jeu sur Facebook a très bien marché, qui s'appelait Baking Life. C'était un jeu de simulation où les gens créent et font fonctionner leur boulangerie virtuelle. Et ils invitent leurs amis à travailler pour eux dans leur boulangerie. Donc, voilà. D'accord. Alors Mathilde, j'ai regardé un petit peu votre CV et quelque chose m'a surpris, c'est qu'effectivement, si on lit ce que vous avez fait durant vos études, on a du mal à se demander comment vous en êtes arrivé là. Alors, j'ai donc vu que vous aviez fait des études scientifiques et des études également de psychologie. Mais est-ce que, à ce moment-là, compte tenu de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est cette idée de marier le dessin et la technologie, est-ce que la jeune Mathilde, la petite Mathilde l'avait déjà dans la tête à ce moment-là? En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était de l'informatique. Et donc, ça, j'étais très inspirée par mes parents. Ma mère qui était manager. Donc, je suis arrivée à l'université Carnegie Mellon dans le domaine de computer science, et j'ai trouvé que c'était intéressant, mais c'était vraiment basé sur les maths, en fait, les problèmes mathématiques. Donc écrivez cette fonction, ce programme pour résoudre ce puzzle mathématique. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment écrire des programmes pour aider les gens, en fait, pour avoir un impact sur les gens. Donc c'est pour ça que j'ai aussi étudié la psychologie, et mon master, en fait, c'était quelque chose qui a amené les deux ensemble, l'informatique et la psychologie, pour faire le Human-Computer Interaction, donc ce mariage des deux. Et les jeux vidéo, c'est un mariage de l'art, du design, de la technologie. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce domaine, en fait. C'est vraiment, ça ramène tout ce que j'aime dans un petit paquet, et c'est vraiment génial de voir quand les gens jouent à votre jeu, et de voir leur sourire et de voir que ça les rend heureux, quoi. Donc moi, c'est ça que j'adore. Alors, Mathilde, vous avez créé Roboto Games en 2013. C'est votre deuxième start-up. Ça fait 7 ans maintenant. On va parler des éléments financiers qui vont nous raconter d'une certaine manière la vie de Roboto Games. Mais j'aimerais déjà que vous me racontiez la vie quotidienne, l'organisation de Roboto Games, qui repose donc sur 2 personnes, votre mari et vous-même. Oui, alors, donc Roboto Games, à présent, nous sommes 8 à 10 personnes, ça dépend comment vous les comptez. Donc 5 personnes à plein temps et 5 personnes à mi-temps. C'est pour ça, plus des contracteurs dans le monde entier, du côté dessin et art. Et donc Roboto, oui, on a commencé il y a 7 ans, mais on a aussi, au début, on a pris les choses doucement, parce qu'on a aussi eu 2 enfants. Donc c'est sûr qu'au début, on n'a pas travaillé à plein temps sur la boîte, mais bon, c'était pas gênant parce que c'était financé par nous. Donc, on ne répondait que à nous, donc pas de problème. Et donc, il n'y a que l'année dernière, en fait, qu'on a levé des fonds pour Roboto Games.
de venture capitalists, donc VCs. Et donc là, c'est sûr que ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus sérieusement. Et là, c'est sûr qu'on travaille beaucoup. On a embauché l'équipe, etc. depuis qu'on a levé des fonds. Justement, le fait de lever des fonds, ça fait partie intégrante de la vie d'une start-up. Il est inimaginable de faire grandir une start-up sans lever des fonds. Mais lever des fonds, c'est un autre métier que celui que vous faites au quotidien dans votre société, Mathilde. Ça, c'est sûr. Ça demande des... Pardonnez-moi. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Est-ce que j'aime ça? J'aime bien rencontrer les gens, parler aux gens. Lever des fonds, ça peut être assez stressant. Donc c'est pas ma partie préférée de la startup, mais c'est une partie, comme vous dites, nécessaire. Et ce que j'aime bien c'est de mettre au point en fait la présentation et l'histoire que vous avez présentée aux investisseurs potentiels en fait. Et ça c'est du design aussi, hein. C'est mettre en place une histoire et avec un début, un milieu, une fin, etc. Donc mais c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est beaucoup plus facile que ça n'a été aussi qu'avec notre première startup. Pour notre première startup, on avait eu 50 premiers meetings, donc 50 meetings avec des investisseurs potentiels différents avant d'en avoir un qui enfin disent oui, je veux bien investir. Faut un gros mental quand même, faut un gros mental, Mathilde, pour accepter ça au quotidien, hein. C'est pas évident, je dois dire que, mais bon, ça fait partie des tribulations de démarrer une startup, mais c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'investisseurs potentiels. Par exemple, dans les jeux vidéo, il y en avait aucun qui se spécialisait vraiment que dans les jeux vidéo, alors que maintenant il y en a une dizaine ou une quinzaine dans le monde qui se spécialisent là-dedans. Donc ça aide beaucoup, hein. Bien sûr. Alors, il est évident que, donc on le disait, le nerf de la guerre, c'est l'argent dans des sociétés comme celle-là. Cet argent, eh bien, il faut aller le chercher. J'aimerais que vous nous citiez quelques chiffres des différentes levées de fonds. Vous savez que les French Boss s'écoutent les uns les autres, hein, quand on les rencontre sur French Morning, et ils sont toujours très attentifs aux chiffres qu'on peut donner parce que eux-mêmes sont concernés ou seront concernés dans l'avenir. Donc, est-ce que vous pourriez me donner les chiffres de vos différentes levées de fonds, Mathilde? Oui, donc pour Zipzaplay, en tout, on a levé un peu moins de 1 million de dollars. Pour toute la durée de la boîte, et donc on a eu de la chance de pouvoir trouver un jeu qui a bien marché avant qu'on n'ait plus d'argent et qu'on n'arrive plus à payer les salaires de nos équipes, et donc ça a marché. Ensuite on a grâce à Baking Life, donc la boîte est devenue profitable, rentable, et donc après on l'a vendue. Pour Roboto Games, d'emblée on a levé plus de fonds, on a levé 4 millions de dollars de 2 investisseurs, donc Michael Deering qui était aussi un investisseur dans notre première startup, et un autre fonds de jeux vidéo en particulier, Makers Fund. Donc voilà, parce que les choses coûtent plus cher maintenant. De faire un jeu, surtout un jeu sur téléphone portable, demande plus de capital, plus d'investissement. Et puis c'est aussi que notre network, donc notre équipe qu'on a, c'est des gens avec qui on a travaillé avant, c'était des gens de la même équipe de Zipzaplay qu'on a remis ensemble, et ils ont plus d'expérience forcément, donc qui dit plus d'expérience dit salaire plus élevé aussi. Ils le méritent tous. Mathilde, vous avez beaucoup de concurrence au sein de la Silicon Valley dans votre activité précise du jeu vidéo? On a de la concurrence partout dans le monde. C'est vraiment un marché global. Chez vous, à la porte de chez vous. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de boîtes de jeux vidéo, mais on pense pas vraiment à eux comme des concurrents. Il y a beaucoup d'entraide dans le domaine de jeux vidéo, et la concurrence directe, c'est moins
moins que dans les autres domaines, je trouve, parce que les joueurs jouent à plusieurs jeux vidéo. D'abord, ils jouent rarement qu'à un seul jeu. Et puis, c'est vraiment sur le mérite du jeu que ça va être basé. Donc, les gens s'entraident beaucoup et il y a une camaraderie assez importante dans le domaine, ce que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, donc, Roboto Games n'est pas encore rentable. Vous en êtes tout. Racontez-moi un petit peu la vie financière de Roboto Games sans rentrer dans des détails qui pourraient vous gêner, effectivement. La vie financière de Roboto Games, c'est comme la vie financière de toute start-up à ce niveau-là. C'est le gros de nos dépenses, ce sont les salaires. Et puis le jeu, c'est d'avoir un produit qui arrive ou un jeu qui arrive à avoir des rentrées d'argent assez importantes pour pouvoir supporter tous les salaires de l'équipe et plus, et pouvoir investir aussi dans d'autres produits. Donc voilà, c'est et ce qu'il faut faire, c'est essayer d'y arriver avant de ne plus avoir d'argent dans le compte en banque. Hein. C'est voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Alors, Mathilde, vous êtes un petit peu différente des French Boss qu'on rencontre à longueur de semaines, dans la mesure où vous vivez aux États-Unis depuis très très longtemps. Que pour vous, la question ne s'est jamais posée de connaître l'endroit où vous alliez créer votre première société. C'était à l'évidence les États-Unis. En essayant de faire abstraction du fait qu'il n'y a pas eu ce choix, que c'était logique, est-ce que vous pensez que les États-Unis, San Francisco, la Silicon Valley est l'endroit le mieux pour faire vivre, enfin pour créer et faire vivre ensuite cette société? Eh bien, je ne sais pas. Hein. Pour nous, ça a bien marché, mais c'est sûr que le coût de la vie a beaucoup augmenté dans la Silicon Valley et que maintenant, on voit de plus en plus de sociétés qui ne se basent pas ici. Parce que le coût de la vie a augmenté et les salaires ont augmenté de façon très importante avec des compagnies comme Google, Facebook, Apple, etc. qui font compétition surtout pour les ingénieurs. Donc ça c'est un problématique. Mais les investisseurs potentiels, il y en a toujours énormément ici. Donc ça c'est l'autre côté le revers de la chose. Donc, mais c'est sûr que maintenant il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui sont propices à démarrer une compagnie, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Ouais, ça m'amène un peu à la question suivante. J'ai été frappé par quelque chose en regardant votre CV aussi, c'est que nulle part la France n'apparaît dans le CV de Mathilde Pignol, qui, à ma connaissance, elle est quand même française. Alors je suis française. Pourquoi cette absence de la France dans tous les écrits concernant Mathilde? Eh bien, écoutez, donc ça fait 25 ans que je suis aux États-Unis. Je suis arrivée en tant qu'adolescente. J'ai fait mon lycée à Houston, au Texas. Et au début, quand ma famille est arrivée ici, on pensait y rester 2 ans, 3 ans maximum. Et en fait, ça nous a beaucoup plu. Donc tout le monde, mes parents, mon frère, tout le monde est toujours là. Et voilà. Donc c'est pour ça, en fait, je suis jamais retournée en France. J'y retourne chaque été, à part cet été à cause du virus, mais normalement chaque été. Et j'adore la France et j'ai beaucoup d'amis, de famille. Mais de façon professionnelle, non, ou même pour finir mes études, j'y suis jamais retournée. Donc. Et est-ce que vous avez réussi, vous avez beaucoup d'amis en France qui probablement, peut-être parce que c'est une génération qui le fait beaucoup, des amis qui ont créé eux-mêmes leur entreprise. Est-ce que vous avez essayé de convertir certains de vos amis à faire un petit peu la même chose que vous? Eh bien, en France, pour l'instant, non, je n'ai pas d'amis qui ont créé une entreprise de ceux avec qui j'ai grandi. Hein. Mais peut-être un jour, on essaiera
on arrivera à les convaincre, mais c'est plus difficile. Hein, je veux dire, dans la Silicon Valley, c'est vraiment dans la culture, c'est dans l'air. C'est vous allez à un café, vous voyez les jeunes qui sont en train de gesticuler devant leurs ordinateurs, en train de parler à quelqu'un de plus âgé qui a l'air un peu sceptique, tout ça. Donc c'est partout. Donc c'est vraiment alors que je trouve, de ce que j'en sais, hein, en France, c'est moins répandu. Donc c'est plus difficile du coup. Qu'est-ce qui reste de français chez Mathilde Pignol aujourd'hui? Bien, écoutez, mon nom. Oui. Après, le fait que vous parlez très bien français, bravo. Mais après. J'essaye. Non, mais je parle français à mes enfants, hein, et c'est quelque chose que je trouve qui est très important de garder, donc cette connexion à la France, à la culture française, et d'avoir cette diversité d'esprit et de pensée, parce que bon, d'accord, la Silicon Valley, ils sont très start-up, mais bon, la France, ils ont quand même une joie de vivre qu'on ne trouve pas forcément ici. Donc, il y a vraiment d'avoir ce bilinguisme culturel. Je trouve que c'est très important. Donc, c'est quelque chose que je veux passer à mes enfants. Vous vivez au cœur d'une région dans laquelle il y a tous les plus grosses start-up, ex-start-up du monde, hein, tout ce qu'on appelle les GAFA en France. Parmi ces gens-là, qui pourrait vous avoir inspiré? Eh bien, quand on a démarré en 2007, notre première start-up, Facebook était encore assez petit. Et nous avons été à plusieurs événements où Mark Zuckerberg parlait à un groupe de 100-200 personnes, un petit groupe, hein, dont nous faisions partie. Donc c'est sûr que de voir ces gens et de les voir en tant que humain en fait est plus approchable que juste sur le grand écran. Je pense que ça a une influence, mais aussi le fait que un de mes camarades de lycée avec qui je parlais de démarrer une boîte au lycée, lui, il a aussi fait ses propres boîtes et il en est à sa 3e, je crois. Donc ça aussi, plus proche de mon expérience. C'est important d'avoir ces modèles, en fait. C'est role model. Je sais plus comment on dit ça en français, mais voilà. Modèle de rôle, enfin, je ne sais pas. Modèle de rôle. C'est d'avoir ces exemples, hein. Ouais, c'est ça, ce sont des exemples. Aujourd'hui, donc, votre société s'annonce plutôt pas mal, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre au travers de ce que vous m'avez dit. Non? Eh bien, on espère. Encore? Ouais. D'accord. C'est stressant les startups, mais ça mérite. Oui, je veux bien le croire. Et est-ce que justement le rôle d'entrepreneur, il a pris le pas aujourd'hui sur le rôle de designer? Est-ce que dans votre tête, vous vous éclatez plus à diriger votre société avec votre mari, ou est-ce que vous vous éclatez plus à faire encore le boulot qui est le vôtre et que vous aimez historiquement? Ah ben c'est toujours c'est difficile de faire la part des choses parce qu'il faut vraiment il faut faire les deux en fait et il faut être bon aux deux aspects du boulot. Donc c'est vraiment oui c'est être funambule, hein, et marcher sur un fil et essayer de garder bien droit et de pas en faire trop d'un côté ou trop de l'autre. Sinon après si c'est trop design, on n'est pas assez focalisé sur le business et on n'arrive pas à gagner de l'argent. Si on est trop focalisé sur le business, on n'arrive pas à faire des produits qui vont résonner avec les gens, que les gens vont apprécier et vouloir acheter. Donc c'est vraiment garder cet équilibre qui est important. Est-ce que vous avez une lacune dans votre quotidien professionnel ou est-ce que vous êtes complète? Est-ce que vous êtes le portrait robot de la personne que vous venez de raconter, que vous venez de dépeindre? Non, j'ai des défauts, je vous rassure.
Je parle pas dans la vie de tous les jours, je parle dans le boulot. Hein, Dans le boulot. Dans le boulot, oui, bah justement de faire cet équilibre et de faire d'essayer de faire de zoom out en fait, de pas être trop focalisé sur le moment, mais de bien sortir du quotidien et pouvoir avoir une vue d'ensemble de comment va la compagnie, est-ce qu'on est en train de faire les bonnes, est-ce qu'on a les bonnes priorités au niveau de la compagnie, etc. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle de faire, mais heureusement avec mon mari on est bien complémentaires, donc ça aide. Il a tendance à faire ça plus et moi parfois être plus dans les détails, donc ça aide. On fait une bonne équipe. Voilà, donc prendre du recul, eh bien c'est le devoir que s'assigne Mathilde Pignol au quotidien pour continuer de gérer sa société et de la faire grandir. Je vous rappelle que si French Boss est aujourd'hui une émission vidéo, eh bien vous pouvez toujours écouter le podcast audio, soit sur le site de French Morning, frenchmorning.com, soit en allant sur iTunes. Mathilde, merci d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir. Merci vous êtes souriante et l'inquiétude dont vous me parlez que vous avez en vous concernant votre société, elle se voit pas du tout dans votre attitude physique et bravo pour ça. Merci beaucoup, merci à vous, c'était un plaisir. Et merci d'avoir été notre French Boss et à bientôt, bon courage et bonne continuation Mathilde. Merci Eric, vous de même.